Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Tu te rends compte que dans la vie, les gens disent d'abord non avant de dire oui. Et sauf que du coup, comme tu dis non, tu laisses pas la possibilité que ça existe en fait. Et ni de faire des erreurs. Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, je reçois l'humoriste française Marine Bausson. Ça fait 10 ans qu'elle est comédienne. Elle a écrit et coécrit plusieurs spectacles. Elle en a mis en scène certains pour d'autres artistes. Elle a tourné avec des gens comme Bérangère Krief, Verino, Yacine Bellous. Elle organise chaque mois le plateau One Match Show à la Nouvelle Scène en collaboration avec Mademoiselle. Là, plus récemment, elle a commencé à jouer le spectacle La lesbienne invisible d'Océan et parallèlement, elle présente son nouveau spectacle à elle, Fearless, qui parle, comme son nom l'indique, de ses peurs. J'ai rencontré Marine il y a quelques mois, en fait, on a joué toutes les deux au même plateau à la Comédie en Île à Liège et je l'ai vue que 10 minutes et directement après, je lui ai demandé qu'on fasse un épisode ensemble parce que son sketch était très drôle, mais surtout, il se terminait de manière... pas si drôle en fait, hyper sincère, sans qu'elle ait voulu terminer avec une grosse vanne efficace pour taper un grand coup avant de partir. Non, c'était quelque chose de très doux, de vraiment honnête. Et si vous avez déjà écouté plusieurs épisodes des gens qui doutent, vous le savez, moi j'aime bien la comédie qui se permet de ne pas être que drôle. Donc j'ai profité là de son passage au Kings of Comedy Club à Bruxelles pendant sa tournée de rodage pour aller parler avec elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, je l'ai trouvé vraiment sans filtre. On y parle de comédie, évidemment, du fait que les thèmes abordés par les comédiens sont souvent les mêmes, du fait de se rabaisser pour être drôle quand l'autodérision va trop loin. On parle du spectacle La lesbienne invisible qu'elle joue pour le moment et du poids de la comparaison avec Océan, de l'écriture de son nouveau spectacle Fearless, du fait que quand un artiste parle de son homosexualité publiquement, il est souvent réduit à son orientation sexuelle, se retrouve obligé de l'incarner, de la frustration qu'on ressent quand on donne tout pour un projet et qu'il ne fonctionne pas autant qu'on le voudrait, de la difficulté à faire un métier comme ça dans l'artistique où rien n'est jamais vraiment acquis, où les hauts sont très hauts et les bas sont très bas, de la perte d'identité aussi qu'elle a ressentie quand elle a perdu beaucoup de poids dernièrement. J'ai trouvé donc vraiment ça très intéressant, donc j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Tu peux parler dans le micro ? Tout à fait. T'aimes pas les interviews ? C'est bizarre, mais ça va. Pourquoi c'est bizarre ? parce que je sais pas. Mais vraiment, je suis très contente, moi. T'en as fait souvent des interviews devant un cimetière ? Eh ben non, mais je trouvais que ça manquait en fait. C'est pour ça que je me suis dit, Marine est là. Ça enregistre déjà ? Le cimetière est là, ouais. Ok. Alors, il faut dire aux gens, on n'a pas dit bonjour encore, il faut dire bonjour ou Non, tu ils vas savent. redire bonjour. Ils savent Okay. que... Donc, on vous dit pas bonjour, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est en face d'un cimetière ouais. Et que l'appartement vraiment a vue sur des tombes. Et c'est étrange dans un endroit de comédie quand même. Voilà, moi, je trouve ça cohérent. Ouais. Ouais, t'es en tournée pour l'instant ? Ouais. Ouais, je suis en tournée. Ça se passe comment ? Ça se passe seul. Ça se passe très seul. T'es tout le temps seul en tournée ? Non, pas forcément tout seul, mais en ce moment-là, dans cette période de rodage et où je fais dans des cafés-théâtres et je suis dans des cafés-théâtres, oui. Parce que je pars toute seule. Alors après, c'est sympa, je croise les gens dans les théâtres et puis le public. Et puis, si c'est un moment, tu vois, je suis allée me balader tout à l'heure, aujourd'hui, un petit peu dans les rues, tu vois, c'est sympa. Donc, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Je travaille pas autant que ce que j'aimerais. Mais tu t'attendais à quoi ? Je m'attendais vraiment à travailler beaucoup plus en journée avant d'aller jouer le soir. Je m'attendais à beaucoup plus modifier les choses. En fait, ça se fait beaucoup plus sur le plateau. Et dans une certaine frustration aussi, parce que je me dis, je pourrais avancer tellement plus vite si j'étais plus rigoureuse. Et pourquoi tu le fais pas ? Parce que j'arrive pas. Parce qu'en fait, c'est pas parce que je me mets à travailler que je travaille vraiment. Et que les idées, elles viennent. Parce qu'en fait, il y a des trucs sur lesquels je bloque depuis 1 mois et demi. En fait, je bloque dessus depuis 1 mois et demi. Et ma conclusion est que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire toute seule et que j'ai besoin d'aide. Voilà. Et c'est qui va t'aider ? Normalement, Sophie-Marie Laroui. Mais actuellement, elle est un petit peu occupée comme c'est une vedette. C'est donc toi qui utilises encore le mot vedette ? Oui, c'est moi. Je voulais appeler mon spectacle vedette locale. Ah, c'est super cute. Oui, mais après, parce que je trouvais ça drôle, tu vois, d'aller dans n'importe quel endroit et les gens, ils mettraient dans leurs articles Marine Bausson, vedette locale, ça me faisait rire. Ah, putain, c'est énorme. Mais je pense que je le ferai si un jour je suis connue. Tu vois ? Ouais. Ça sera marrant. Là, pour l'instant, c'est vrai, je suis vraiment juste une vedette locale. Et encore. J'ai fait la une du journal de ma ville, quand même. C'est quoi ta ville ? Ploufragan, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. En France. Comment t'appelles ça ? Ploufragan. Je suis une ploufraganaise. Ploufragan. Ouais, Ploufragan. C'est dur, ouais. Okay. Et donc, nous, on dit plouf. J'habite à Plouf.
Tu t'habilles dans un dessin animé. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et donc là, t'as fait pas mal de grosses villes françaises. Oui. T'as fait la Belgique. Ouais, qui est donc une grosse ville française, comme on le sait. Allez, c'est bon, c'est fini ce podcast. Attends, mais tu chuchotes en fait. Ah, je me rends pas compte. Vu que j'ai... Oui, c'est vrai, je vais enlever le casque. Je me rends pas compte vu que moi j'ai le son fort. Ah oui, du coup, Ok, ouais. là. En fait, d'accord, t'as fait des grandes villes, je suis là, d'accord, c'est de la SMR. J'adore les faire. Donc, Très bien. ok. Y a pas de jugement. Vraiment, tu fais comme tu veux, je te juge pas. Tu penses que t'en es où là dans la préparation du spectacle complet? J'en suis pas assez loin. J'en suis. En fait, je pense que je suis pas très loin. Je pense que ça pourrait être vraiment bien, mais il me manque encore un peu d'uniformité. Il me manque de vannes sur certains passages qui, selon moi, sont un peu trop légers, notamment sur, par exemple, je t'en parlais hier, mais sur j'ai tout un passage sur le fait que j'ai envie d'avoir des enfants et que c'est compliqué dans ma situation. Parce que je suis célibataire, premièrement, et parce que je suis lesbienne, deuxième chose. Ça fait 2 fois compliqué. Et donc, du coup, je pense que c'est trop frais pour l'instant, c'est trop présent dans ma vie actuellement pour que enfin, j'arrive pas à trouver les vannes, en fait, j'arrive pas à trouver le recul. Donc déjà, je pense que là, j'ai besoin d'aide sur ça. Et j'ai besoin d'aide sur la structure et enlever des choses. Enfin, moi, je parle beaucoup, tu vois, je me coupe. Je pense que j'ai besoin d'aide sur plein de choses comme ça. Voilà. Et t'avais ce problème-là aussi avec les précédents trucs que t'as fait? Oui et non. En fait, la différence, c'est qu'un premier spectacle, enfin, en tout cas, moi, mon premier spectacle, je l'ai pas conçu comme un... Il avait pas de thème. Ça a été un sketch, puis après, j'en ai écrit un deuxième, puis après, j'en ai écrit un troisième. Je me dis, ah bah, ça y est, ça fait 25 minutes. Après, t'en fais un autre, puis tu dis, ah ok, donc ça y est, ça fait tant. Puis en fait, tu te dis, c'est un spectacle. Mais en vrai, c'est pas un spectacle. Enfin, c'est un assemblage de trucs que tu fais. Alors, avec le temps, moi, en plus, j'ai vraiment fait un spectacle en 2012. Donc, avec le temps, il a vachement changé. Quelqu'un qui l'a vu en 2012 ne retrouvera aucun sketch de la dernière version que j'en ai faite de ce spectacle. Mais n'empêche que, du coup, je l'ai pas pensé dans sa globalité. Je l'ai pensé comme un sujet. Enfin, comme thème par thème, et puis on voit ce qui se passe. Or là, c'est différent parce que du coup, tu prends tout de zéro et tu te dis, bon, bah voilà, de quoi je vais parler, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de dire finalement. Parce que maintenant, en fait, je pense que mon premier spectacle a été l'occasion pour moi de me professionnaliser, d'apprendre, de faire de la scène, en tout cas d'en bouffer le maximum. Maintenant, mon but, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus juste. Et en fait, je suis censée parler de mes peurs. Et ça commence vraiment par une liste de mes peurs, le spectacle, que j'ai pas faite hier. Et en fait, cette liste était censée à la base être le sujet, enfin être vraiment le sommaire. Ouais. Et il s'avère que déjà, en abordant juste certains thèmes, en fait, il y a que 4 thèmes dans mon spectacle, ce qui est très... Enfin, 4 thèmes, 4 gros passages selon moi dans le spectacle, ou 5. Et en fait, je pensais vraiment que j'aurais plein de petits passages différents avec plein de trucs sur les peurs. Et en fait, je me retrouve avec des gros passages. Tu vois, je parle de l'enterrement de mes grands-mères, c'est un truc qui dure 1/4 d'heure quand même, tu vois, c'est quand même assez long. Donc en fait, j'ai plusieurs trucs comme ça qui durent 1/4 d'heure. Et donc ça me surprend parce que c'est pas aussi vaste que ce que j'imaginais. Et peut-être que peut-être que je devrais vraiment couper et que je devrais encore aller chercher quelque chose, autre chose et ailleurs, mais pour l'instant, je sais pas. Mais comme t'as pas vu, c'est un peu bizarre, non? Enfin, pour les gens qui l'ont pas vu. Mais ils ont qu'à aller voir, justement. Moi, si j'entends ça, si je me dis, ok, quelqu'un va me parler de ses peurs, justement, en se focalisant sur des choses plus qu'en faisant plein de petits trucs, ça m'intéresse plus personnellement que... Mais après, j'ai pas envie que ce soit trop j'ai peur de ça, donc ça fait ça, j'ai peur de ça, donc ça fait ça. J'ai pas envie que ce soit trop présent non plus. J'ai envie de dire j'ai peur, et à la fin de dire en fait j'ai peur mais je l'ai fait. Puis j'ai pas envie de faire du développement personnel. Tu sais, j'ai pas envie de dire en fait la peur aujourd'hui c'est non. J'ai envie que ça existe mais que ce soit pas un conseil pour la vie quoi. Tu vois. Et pourquoi t'as eu envie déjà de parler d'un seul thème dans ce spectacle, et pourquoi celui-là en particulier, celui de la peur? Bah j'ai pas, en fait ce qui est étrange c'est que j'ai pas l'impression non plus de ne parler que de ça. Enfin, justement, j'ai l'impression de parler d'autres choses, mais le point de départ, c'est la peur. Parce qu'en fait, en faisant la liste de mes peurs, je me suis rendu compte que... En fait, j'ai fait une liste de mes peurs dans un truc, et je me suis dit, bah en fait, dans ces peurs-là, il y a certains thèmes que moi, dont j'ai pas forcément déjà entendu beaucoup parler, ou qui peut-être seraient intéressants. Enfin, voilà, en fait, je me suis dit, bah peut-être que du coup, il y a quelque chose à faire. Et en fait, j'ai trouvé le titre, Fearless, et je me suis dit, bah en fait, c'est un vrai truc qui me travaille, et c'est ce que je dis dès le début, j'ai tout le temps peur en fait, j'ai tout le temps peur de tout, j'ai peur de tout et son contraire en fait. Donc ouais, je me suis dit bah c'est un bon thème et allons-y quoi. Une fois que j'ai le truc, je sais pas, en fait c'est pas une vraie réponse que je te fais. T'as toujours peur aujourd'hui autant que quand t'étais plus jeune? Ouais.
Mais j'aurais pas peur, je ferais beaucoup plus de choses dans ma vie. Tu ferais quoi? Je voyagerais plus. Pourquoi? J'embrasserais plus de gens. Pourquoi? Parce que je trouve ça terrifiant de voyager en fait. Oui, mais pourquoi tu le ferais du coup? Qu'est-ce qui Parce que c'est à la fois t'intéresserait? extrêmement riche de voyager. C'est pas parce que j'ai peur de quelque chose que c'est pas bien de le faire. Non, mais qu'est-ce qui t'intéresserait là-dedans Bah dans le voyage, la découverte d'ailleurs, d'une autre langue, d'une autre façon de vivre, d'une autre culture. Ok. Bah c'est riche, ça. Enfin, je trouve ça plus riche. Et moi, en fait, quand je voyage, j'ai un truc. Déjà, je voyage peu, enfin, à part en France où vraiment c'est en long, en large, en travers. Mais sinon, j'ai quand même. Ça fait pas longtemps que je commence à aller ailleurs vraiment qu'en France. Et j'ai pas fait des trucs incroyables. Et n'empêche que à chaque fois, je suis terrorisée parce que j'ai peur de mal voyager en fait. Comment on fait pour mal voyager? J'ai peur de pas voir les bonnes choses ou de faire des choses trop touristiques ou de justement de pas les faire. Mais alors? Bah oui, peut-être, mais sur le moment, j'ai une espèce de grande culpabilité. Mais aussi parce que j'ai voyagé pour l'instant principalement seule. Et du coup, quand tu voyages, enfin en tout cas, j'ai remarqué que quand je suis avec d'autres gens, je me laisse complètement porter et c'est moins grave. Puisque finalement, c'est cool d'aller prendre un verre, c'est cool de flâner, de discuter avec les gens, tu vois. Mais d'être tout seul, il y a un côté où t'es là et puis tu dis, bon, bah qu'est-ce que je dois. Enfin. Si, ok, bah ça y est, j'ai fini de flâner, mais maintenant je vais boire un coup, mais je serai toujours toute seule. Donc en fait, finalement, t'as l'impression de perdre ton temps, de mal faire les choses. Puis je prépare pas parce que je suis flemmarde. Donc voilà. Pourquoi t'embrasses pas les gens? Parce que j'ai peur aussi. J'ai peur qu'on me dise non. Et puis parce que parfois, ça ne s'y prête pas. Oui. Tu vois. Et tu disais tantôt, quand t'as fait la liste de tes peurs, tu t'es dit, il y a des thèmes que j'ai pas encore vus, qui ont pas encore été beaucoup abordés et tout. C'est un truc auquel tu donnes beaucoup d'importance? Oui. Bah en fait, si tu veux, quand j'ai faim, c'est pas grave, je pense, d'aborder les mêmes thèmes. Enfin, en vrai, je dis ça, je suis pas en train de te dire, je fais un spectacle complètement inédit dont personne n'a jamais entendu parler. C'est pas ça. Mais... C'est juste que, en fait, quand j'avais mon spectacle, il y a une année où j'ai pas fait Avignon, et j'y suis allée 2 jours pour voir les copains. Et ça m'a permis de voir des spectacles que je vois jamais, parce qu'en fait, tu sais, du coup, et en fait, je suis allée voir, je crois que j'en ai enchaîné 8 dans la journée, et je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes thèmes et qu'on parlait tous des mêmes choses de la même manière. Et nos vannes, elles différencient un peu. Elles évoluent un peu, mais finalement, ça reste quand même un peu toujours les mêmes sujets. Et vraiment, c'était le fait de vieillir. Enfin, tu vois, il y avait un truc où on était tous dans ces sujets-là et qui étaient des sujets que j'abordais dans mon spectacle. Et déjà, c'était rageant parce que chez certains, tu voyais que c'était mieux fait que chez moi, tu vois. Donc t'es là, ah bah super, top. Mais je l'ai vu aussi. Vive les copains. Ouais, non mais tu vois, par exemple, non mais ne serait-ce que un jour, je suis au Lido à Lausanne. Je suis avec Seb Melia et Alex Ramirez. Et Alex Ramirez dit, je teste un nouveau sketch ce soir. Et moi, je dis, ah bah moi aussi. Et notre sketch était exactement le même. C'est le sketch sur le fait de vieillir. Moi, c'était vieillir, c'est. Donc, je faisais la liste de vieillir, de ce que c'était vieillir, c'est. Enfin, moi, c'était ça. Et lui, il avait exactement le même truc. Et c'était pas exactement la même façon de le dire, mais c'était ça. On avait le même. Qui est passé en premier? Alexandre. Et du coup, et bah, du coup, je l'ai fait quand même. Et puis, ça s'est très bien passé. Mais juste sur le moment, t'es en train de te dire, bah, putain, fais chier, parce qu'en fait, on est exactement dans le même thème et tout ça. Et donc voilà, mais après c'est pas grave, hein. C'est juste que je me dis bon bah ok, bah plutôt que d'aller dans des trucs, mais en fait je crois qu'à partir du moment où on s'intéresse à un sujet, c'est qu'il est d'actualité. En vrai, il y a certains sujets dont je vais peut-être m'emparer maintenant et en fait je vais l'entendre chez d'autres gens demain parce qu'en fait on a eu la même idée au même moment parce que c'est dans l'air. Ah ouais. Tu vois, je sais pas si tu l'as vu, un truc sur internet, j'avais vu il y a longtemps, où ils proposaient à 2 mecs, t'avais 2 graphistes, on allait les chercher chez eux et on les amenait dans un endroit et on leur disait voilà, on leur faisait le même pitch pour le même truc et en fait on leur disait bon bah maintenant proposez-nous des affiches ou je sais pas quoi. Et vraiment les 2 mecs faisaient exactement la même chose. Sauf qu'en fait juste sur le trajet, ils avaient placé des trucs visuels un peu forts qui font que ça, enfin qui faisaient que ça a complètement influencé tous les 2 de la même manière leur travail en fait. Et je pense que c'est ça. Enfin, c'est pareil pour nous en fait finalement. On est dans le même univers donc finalement on traite un peu des mêmes sujets. Donc on est différents mais on les aborde pas forcément exactement de la même manière. Mais dans les faits, si c'est là, c'est que c'est d'actualité. Je ferme la fenêtre. Ah oui, c'est très. Bah, pendant ce temps-là, je vais manger une fraise. Je vous fais l'ASMR. Je vais manger une fraise.
serait bonne. C'est problématique. Non, écoute, moi je mettrais ça comme générique de début, je pense. Ok. Peut-être le temps de lancer un podcast d'ASMR. Des humoristes qui mangent des trucs. Aujourd'hui, le sans gluten avec Marina Rollman. Ça marcherait? Je suis sûre, elle serait hoche. Mais bien sûr. Par contre, je me sentirais mal à l'aise d'envoyer des emails pour proposer ça aux gens si je les connais pas de base, tu vois. Alors, bonjour, Blanche Gardin. Est-ce que tu veux qu'on... Non, mais Blanche, elle te dirait, en fait, j'ai des intolérances parce que j'ai un souci. Ce serait un peu chiant. Mais moi, je pense qu'il faut que tu te lances. Bah, moi, je te suis, je te follow. Vraiment, il n'y a pas de... Moi, je suis avec toi. Je continue, je mange une seconde fraise. Vas-y. T'as des questions? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Moi, qu'est-ce qui me fait rire? En fait, j'aime bien être surprise. Je trouve que c'est plus compliqué dans notre métier parce qu'en fait, à force, on voit tellement d'humoristes qu'en fait, on voit les trucs arriver. Et maintenant, mon vrai plaisir, c'est de voir une vanne se construire et que la chute ne soit pas ce que j'attendais. Ouais. Ça, c'est un vrai kiff. Qu'est-ce qui me fait rire? C'est compliqué. Mais toi, t'es une geek. Moi, je suis pas une geek, moi. Tu regardes pas beaucoup d'humour? Je regarde pas tant que ça. Un peu, mais pas beaucoup. J'ai des vrais crushs sur des trucs, mais si ça me gonfle au bout de 5 minutes... Ouais, mais ça, c'est normal. Mais c'est qui tes crushs? Moi, j'ai adoré Anna Gatsby récemment, mais comme à peu près vraiment 95% de la population mondiale. Ouais. Pour moi, ça a été un vrai truc, mais c'est vrai que j'ai pas particulièrement ri, j'ai juste été bouleversée par l'intelligence mêlée au rire. Ça m'a bouleversée par ce que ça m'a dit, ce que ça m'a dit de moi, ce que ça m'a fait prendre, enfin, ce que ça m'a révélé de mon métier. J'ai adoré. Sur ce qu'elle dit de l'autodérision qui, notamment, poussée à son paroxysme, devient de l'auto-humiliation. Exactement. Alors ça, moi, vraiment, cette phrase, elle m'a bluffée. Elle est incroyable. Elle m'a vraiment fait... Tu vois, il y a eu un truc... C'était ça. Mais oui. Ouais. Et du coup, maintenant, j'essaie de présenter les choses différemment dans mon spectacle. Tu penses que c'est un truc que tu faisais? Tu te rabaissais pour être drôle et... Complètement. Et je le fais toujours un peu parce que ça reste un procédé comique. Et puis parce que je pense vraiment qu'il faut dire aux... Enfin, il faut... Je pense sincèrement que en disant, voilà, on peut rire de moi, ok, voilà, je fais des vannes sur moi, comme ça on rit de moi, comme ça on est d'accord sur ce truc-là, et comme ça maintenant on peut rire sur le reste du monde. Puisque de toute façon on est parti de moi. Donc, puisqu'on peut rire de moi, je peux rire d'autre chose. Ouais, rendre un peu légitime le discours. Mais après c'était quelque chose qui était très important pour moi avant, et maintenant j'ai l'impression que oui, je pars toujours de moi, mais Enfin, en tout cas, tout le travail que je fais, en tout cas dans mon nouveau spectacle, alors je sais pas si ça se voit beaucoup encore, mais c'est vraiment de perdre cet effet cette sensation d'être une loseuse magnifique. Tu vois, il y avait un truc où le personnage que j'avais, c'était vraiment la petite grosse qui baisse pas beaucoup et qui rigole, enfin qui fait rigoler, quoi. Et maintenant, j'essaye vraiment d'embrasser mes échecs, mais de pas me victimiser non plus. Et de pas faire de moi une loseuse, vraiment. Justement, en fait, je veux, en tout cas maintenant, dans ce qui sont mes échecs, que ça me fasse quand même quelqu'un de moi. Enfin, le personnage qui en ressort reste victorieux. Ok. Tu vois, je sais pas si c'est très clair, mais c'est un vrai truc. Et donc, j'essaye de plus m'auto-humilier, mais en fait, il paraît que je le fais sans m'en rendre compte. Donc, Ah, ça, c'est des moments gênants dont tu m'as parlé. Alors, cher public, Fanny m'a prévenu, tu vas voir, il y a des moments où j'ai des moments de blanc et il faut pas te vexer. Et donc, c'est exactement ce qui vient de se passer. Elle part dans son monde et c'est magnifique à voir. Ah oui, donc tu veux d'autres personnes peut-être? Par exemple, sur Netflix, quand on me demande les spectacles que je conseille toujours Ali Wong, que je trouve excellente. Je conseille Bo Burnham, que j'ai adoré. Je conseille Neil Brennan, que j'ai adoré aussi. J'aime beaucoup Amy Schumer, mais je trouve que là, son dernier... Le Leather Special. Et celui d'après aussi. Ah oui, le tout dernier. Ouais. C'est le. Il y a des trucs super et il y en a d'autres qui sont moins... en fait, c'est ce que je disais hier, en fait, Ali Wong, elle a déjà fait bien, très très bien. Et donc, en fait, c'est moins efficace. Mais bon, c'est bien quand même. J'adore Ellen DeGeneres. Son dernier spectacle n'est pas si incroyable que ça. Mais en fait, elle me fascine avec sa capacité à parler de rien
et en faire quelque chose. Et vraiment, j'ai mangé une fraise, elle t'aurait fait des vannes sur les fraises et je trouve ça génial. Comment d'un coup, tout est sujet, enfin, tout est possible et tout est bienveillant. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça me fascine beaucoup. Parfois, c'est très attendu, mais parfois pas. Donc, j'adore, en fait, je l'adore. J'adore Tina Fey. Son bouquin Bossy Pants, pour moi, c'est une révélation. C'est-à-dire que je l'ai écouté en audiobook et c'était incroyable. J'avais l'impression de... Enfin, je marchais dans la ville pour l'écouter et genre, je faisais que des trajets au lieu de prendre le métro. Genre, vraiment, je prenais du temps pour que ça dure. Et vraiment, à la fin, j'y allais tout doucement, parce que je voulais pas que ça se termine, quoi. Tellement j'ai adoré Amy Poehler. Enfin, voilà, le SNL, ça me fait beaucoup rire. Ils font beaucoup de choses qui sont très, très drôles. Parks and Rec, pardon. J'ai adoré, pardon pour cet accent de mauvaise. Voilà, c'est vraiment une série que j'adore. J'ai rien dit sur l'accent. Ouais, mais moi, je me suis jugée. Voilà. Et puis dans les gens, quelqu'un comme Yacine Bellous me fait extrêmement rire. Enfin, vraiment, c'est un génie pour moi. Et puis il y a tous mes copains, toute ma génération, Bérangère Krief, Nadia Rose, Christine Bérou, comme tu disais, Marina Rollman, elle me fait beaucoup rire. Blanche, elle est excellente. J'ai vu Virginie Fortin. Je l'aime tellement. Virginie Fortin, mais quelle claque. Kian Kojandi, mais quel génie aussi. Enfin, tu vois, c'est des dos. Il y a plein de gens, voilà, comme ça. Laura Doman, je l'adore aussi. Enfin, tu vois, en fait, j'adore plein de gens de ma génération. J'adore. Qu'est-ce qui fait que t'aimes un spectacle d'humour ? Qui me fasse rire et qui me surprenne. Et en fait, en gros, aujourd'hui, je veux sortir d'un spectacle d'humour en me disant je suis jalouse. Les spectacles d'humour dont je suis jalouse, c'est les spectacles que j'aime le plus au monde. Puisque donc, c'est parce que t'es attirée que par les gens qui te surpassent intellectuellement. Ouais. Bon, on dirait que c'est un truc méchant, mais c'est juste que c'est un truc qu'elle dit dans son spectacle. Exactement. Comme je peux. Je l'ai pas encore insulté dans le podcast. Pas encore, mais ça va venir. Tout doucement, on y arrive. Non, oui, peut-être, je sais pas. Mais oui, enfin, Tania Dutel, par exemple, j'étais sortie de son spectacle, j'étais tellement jalouse. Et je lui ai dit, et elle m'a dit, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, et c'est vrai. En vrai, je pense que c'est vrai, un beau compliment. Quand un humoriste dit à un autre humoriste, je suis jalouse, tu dis, ah putain. Ouais, évidemment. Au début, tu parlais moins de toi dans tes premiers spectacles ? Ouais. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ou c'est quelque chose que tu as deviné ? J'ai pas vu tes premiers spectacles, donc c'est quelque chose que tu as dit. Je t'ai dit. Ouais. Je parle énormément de moi, j'adore. Non, c'est juste dans des trucs que j'ai lus ou que j'ai écouté ailleurs. Je suis allée voler mes questions quelque part. Bien sûr. C'était quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit ok, maintenant je peux parler de moi de manière honnête, de manière ouverte ? Il y a plusieurs choses qui se mélangent. C'est à la fois un truc que je ne faisais pas même dans ma vie à moi, où je parlais pas du tout de moi. Et du coup, c'était... Dans ma vie perso, j'ai Bérangère Krief qui m'a dit « Marine, en fait, tu peux pas continuer comme ça. En fait, si tu parles pas de toi, ça va pas m'intéresser dans notre amitié, en fait. » Et... Ouais, mais elle a raison. Oui, enfin, mais moi, je déteste. Enfin, c'était pas aussi violent que ce que je viens de te résumer. Hein, mais c'est vrai. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je suis avec mes amis, quand ils me disent rien d'eux, ça me rend folle. Parce que je trouve que c'est pas un échange dans ces cas-là. Donc, on peut pas juste être un réceptacle à émotion de l'autre, en fait. Il faut aussi partager, sinon c'est pas de l'amitié, c'est de la psy. Donc, et elle m'a dit aussi que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait mettre dans mon spectacle aussi. Et moi, j'étais là, je ne veux pas, parce qu'en fait, je voulais pas dire notamment que j'étais lesbienne. Et parce que je trouve que quand t'es lesbienne sur scène, t'es rarement autre chose. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut d'abord dire je suis lesbienne et ensuite les gens vont attendre que tu parles de ça. Or, moi, j'ai vraiment pas grand-chose à dire là-dessus, finalement. Tu vois, parce que c'est pas un sujet pour moi. Enfin, c'est pas un vrai sujet pour moi. C'est pas quelque chose... Alors, paradoxalement, deuxième truc qui est venu, Océan m'a demandé de reprendre La lesbienne invisible. Donc, je te dis, j'ai rien à dire sur le fait d'être lesbienne. Et en même temps, je vois pas ce que je pourrais dire de plus que ce que je dis déjà dans La lesbienne invisible, qui est un spectacle donc d'Océan, qu'il a joué lui entre 2009 et 2014. Il y a eu 550 dates, c'est un gros carton. Ça a vraiment bien marché. Et quand il a fait sa transition d'Océane Rosemary, il est devenu Océan, il a voulu que je reprenne le personnage d'Océane Rosemary. Et donc, pour moi, ça a été hyper intéressant en fait, de voir à quel point
Enfin, c'est toujours intéressant de voir à quel point ce spectacle fait écho chez les gens et à quel point il les touche. Et du coup, parce que ça les touche à quelque chose de très intime, parce que c'est une histoire qui est partagée, mais qui est pas vraiment l'histoire d'Océan, qui est un espèce de mélange. Il a fait évidemment un personnage et c'est évidemment une histoire, mais ça part quand même de quelque chose de très vrai. Et ça touche vraiment les gens. Et du coup, il y a un côté comme ça où je me suis dit, j'ai envie moi aussi, d'un coup, d'aller toucher les gens quelque part, je dirais plus intimement en tout cas. Et je pense que tu peux pas toucher les gens si tu te dévoiles pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, enfin, c'est là aussi la deuxième chose, mais le fait est que le fait de ne pas parler de mes sentiments, enfin de ne pas jamais parler de moi et de pas vouloir dire que j'étais lesbienne, par exemple, faisait que ça m'interdisait plein de sujets. Ou en tout cas que ça compliquait beaucoup mon écriture. Une part de moi se disait, c'est hyper militant. Putain, la table est vraiment tombée. Une part de moi se disait, c'est hyper militant parce que... Enfin, c'est militant, mais j'ai essayé de trouver ma façon à moi. Mais je me disais, c'est militant puisque de toute façon, en fait, on ne genrant pas la personne dont je parle quand je disais mon ex, etc. Mais la première fois que je t'ai vue à Liège, j'ai eu l'impression justement que t'évitais tous les pronoms. Parce qu'il y a des parties que j'ai écrites quand je ne voulais pas encore dire que c'était ça. Mais tu vois, par exemple, tu l'as vu hier, et là, c'est quand même plutôt clair. Ouais. Mais... Déjà parce qu'elle s'appelle Marie, là. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais là, je parle juste parce que je trouve ça, j'aime bien ma bague de l'ex-mari. Mais disons que tout était écrit de manière à ce qu'en fait... Et les gens me disaient, mais... Enfin, c'est drôle, parce que quand j'ai commencé à prendre la lesbienne invisible, les gens me disaient, mais ça va, tu joues hyper bien la lesbienne. Je disais, mais c'est pas... Je suis lesbienne. Mais en fait, ça me plaisait de me dire, en fait, les gens projettent ce qu'ils veulent, en fait, sur moi. Et au final, le jour où ils apprendront que je parlais d'un amour lesbien, en fait, ils se rendront compte que ça les a touchés quand même et que c'est exactement la même chose, puisque en fait, j'ai juste parlé d'amour et pas de sexualité. Ouais. Et je pensais que c'était hyper militant, mais en fait, je pense que c'était ma manière à moi, en fait, de me dire, de me dédouaner de cette question-là, parce que je voulais vraiment pas que les gens le sachent. Dans ma vie perso, il n'y a pas de problème. Et encore, parce qu'en fait aussi, ce qui me libère aujourd'hui, c'est que mes deux mamies sont décédées la dernière il y a 1 mois, donc c'est très récent. Mais je savais qu'elles viendraient pas voir mon spectacle tout de suite. Enfin, qu'elles viendraient pas voir mon spectacle. Et donc, en fait, pour moi, elle savait pas que t'étais lesbienne ? Elle le savait pas et je ne souhaitais pas qu'elle le sache. D'accord. Et donc, aujourd'hui, elles sont parties. Et d'une certaine manière, ça signe aussi ma libération par rapport à cette parole-là, en tout cas. Et en tout cas, à cette chose de moi-même. Et donc... Et ça veut dire qu'aujourd'hui... en tout cas, j'essaie de ne pas faire de coming out. C'est pas un coming out. Non, c'est juste un truc normal. C'est juste un truc normal et ça y est, j'en arrive à ça. Mais en tout cas, c'était un truc important. Et je pense que le fait de libérer ce truc-là fait que ça me permet d'aborder plein d'autres choses, en fait. Tu vois, je parle du fait que j'ai pas d'orgasme, par exemple, sur scène. Et le thème de l'orgasme est un sujet que j'aurais jamais pensé aborder un jour. Mais je pense avec, du coup, cette liberté que je trouve maintenant, j'ai l'impression que maintenant je peux parler de tout, mais je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est une impression. Mais par exemple, Bérangère me disait, Marine, il faut que tu dises sur scène que t'es lesbienne. Et j'étais là, mais non, il n'y en a pas besoin. Enfin, il y a 1 an et demi à peu près, Bérangère et moi on a eu un rendez-vous où elle me disait, il faut que tu le fasses. Je disais, non, je le ferai pas, donc c'est bon, laisse-moi quoi. Et j'étais hyper agressive parce que pour moi c'était hyper violent je lui disais, mais il y avait un côté où c'était laisse-moi parce que je t'assure que je sais que je ne veux pas ça. Et je ne reviendrai pas dessus. Pourquoi tu pensais le savoir ? Parce que c'était inconcevable pour moi que mes grands-mères le sachent, et puis que c'était inconcevable pour moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que l'homosexualité, quand on est un artiste, en tout cas, moi, je le vis donc, dans ma vie perso, d'être homo. Il y a une différence entre être homo et incarner l'homosexualité. Et à partir du moment où tu prends la parole sur ce sujet, tu l'incarnes. Et pour moi, il était impossible de l'incarner. Et tout ça, et ce changement-là, il vient aussi de la proposition d'Océan de reprendre la lesbienne invisible. Clairement, Océan n'aurait pas pris quelqu'un qui n'était pas lesbienne ou au moins bi. Et il m'avait dit, je te préviens, parce qu'en fait, quand il me l'a proposé, moi, vraiment, ma première réaction était non, je ne vais pas jouer une lesbienne sur scène, ce serait faire un coming out. Et en fait, j'ai réfléchi et j'ai eu envie de le faire parce que j'ai rencontré Océan, j'ai adoré. Moi, j'avais adoré ce spectacle, il m'avait fait du bien. J'ai adoré commencer à bosser avec lui, puis j'ai adoré bosser avec lui. Et donc, du coup, il y a quand je me suis dit, moi, je le fais, j'avais dit, mais on n'est pas obligé de dire que je suis lesbienne. Je suis pas obligée de répondre à ces questions-là. Et il m'avait dit, mais il est hors de question que tu mentes. Ce serait complètement
Ce serait contradictoire. Il me dit on peut dire que t'es bi, ce qui est pas complètement faux non plus parce que je suis aussi sortie avec des garçons. Il me dit donc on peut dire ça, mais il est hors de question que si on te demande si tu es lesbienne, tu dises non. Et moi-même, ça me semblait improbable, enfin impossible non plus. C'est-à-dire que tu peux pas faire un spectacle qui est aussi fort et aussi militant à plein d'endroits et pour ensuite à ton propre endroit ne pas l'assumer en tout cas. Donc Et c'était juste le fait que tes grands-mères pouvaient le savoir qui te dérangeait dans le fait de le dire publiquement? C'était pas que ça, c'était ce mélange entre le public qui attend de toi que tu sois la lesbienne, enfin qui attend de toi. Non, parce que moi on n'a jamais eu d'attente sur moi, mais ce que je veux dire c'est que quand enfin tu vois, Shirley elle a dû quand même en parler beaucoup dans un spectacle. Océan il a dû faire d'abord un spectacle pour pouvoir faire Chaton violent. Tu vois, mais c'était son sujet et c'est normal, mais je trouve souvent que on est d'abord ça. Et t'as l'impression que maintenant que t'en parles, les gens te catégorisent Non. Et comment t'as... Mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est pas un sujet chez moi. Ok. Est-ce que, enfin, tu vois, de ce que t'as vu, est-ce que t'as l'impression que je parle de l'homosexualité? Non. Je dis que je suis amoureuse et que ça foire. C'est tout ce que je dis. En fait, l'homosexualité n'est pas un sujet de mon spectacle. Alors, ça va l'être enfin, dans mon truc sur justement le fait que je suis lesbienne et célibataire et que j'ai besoin, enfin, qu'à un moment, c'est plus compliqué pour faire des enfants. Je sais que c'est engagé politiquement parce que forcément, ce que je dis, c'est il faut légaliser la PMA. En gros, c'est ce que je dis, mais c'est pas. En fait, je parle de moi. Je dis moi. En fait, j'ai besoin que ça existe, moi. Et évidemment, ça veut dire qu'il faudrait que toutes les autres femmes l'aiment, mais je le prends pas comme un sujet. Je parle des questionnements qui sont les miens et pas. Et je me fais pas porte-parole de quelque chose. Je dis pas que je le ferai pas plus tard. Je dis juste que là, à l'heure actuelle, je ne souhaite pas faire ça. Ok. Mais aussi parce que, en plus, je serais une très mauvaise représentante. Pourquoi? Par exemple, quand on a fait la lesbienne invisible, à un moment, je disais à Océan, je vais aller mettre des affiches dans tous les bars lesbiens. Il m'a dit, ok. Je dis, tu peux me donner les adresses? Il m'a dit, tu les connais? Il me dit, tu sais pas, les trucs de d'habitude, quoi. J'ai dit, non, mais moi, j'y suis, je sais pas, en fait. Donc, en plus, je serais même pas une bonne représentante, tu vois. Okay. Comment ça s'est passé parce que moi, je t'avoue que, bon, je m'y connais pas trop en truc de lesbienne. Non, ça, je gère, ça va. Mais... Je viens de rire à ma propre blague, c'est extrêmement gênant. Ouais, je vais manger une fraise pour... j'ai enlevé le malaise. T'en veux pas? Non, merci. Non, t'as dit qu'elles étaient pas très bonnes. Arrête de Il y en avait une qui était bonne sur les deux. Ouais, est-ce que je suis prête à prendre ce risque? Je pense que oui. Ouais, allez. Et je serais pas vexée si tu la manges pas en entier. Attention, on va faire du double ASMR. Bienvenue. Nous allons manger une fraise d'origine, je pense. On y va en même temps. On y va en même temps. 1, 2, 3. Bah Lyon, je pensais pas qu'on avait parlé de ces trucs de lesbiennes. Ça te dérange? Pas du tout. Okay. Ça m'aurait dérangé il y a vraiment pas longtemps, mais mes grand-mères sont mortes. Écoute, ouais, donc je m'y connais pas en théâtre et tout, et moi j'avais jamais entendu ce principe de reprendre le spectacle de quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça se fait pas. Ah, ok. Enfin, si, alors en même temps, il y en a 3 qui sont sortis en même temps. Il y a eu moi, avec Océan, la lesbienne invisible. Il y a Audrey Vernon, qui a transmis son Qui veut Comment épouser un milliardaire, qui est très très bien. Je connais pas ces personnes. Qui l'a transmis, c'est un spectacle qui cartonne depuis 10 ans. Un truc de ouf. Ok. Où elle parle justement des grandes richesses, enfin des grandes... Et c'est hyper intéressant. En fait, ça commence, en gros, c'est une fille qui épouse un milliardaire, qui donne des conseils, et en fait, juste, ça parle de l'économie mondiale. C'est hyper précis et hyper technique, en fait. Donc, t'as l'impression que tu vas voir une pièce, genre, un peu mon cul sur la commode, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment... Elle est vraiment brillante, cette fille. Ok. Voilà. Et les chatouilles, Andrea Bescon, là, tu sais... vient de transmettre aussi son seul en scène. D'accord. Ça te fait quoi de reprendre comme ça un spectacle qui a eu autant de poids, autant d'influence, qui a touché autant de gens, et de savoir que maintenant t'as tout ça sur tes épaules? Bah, j'avais pas réfléchi à ça jusqu'à maintenant, merci. Ça fait que c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de... En fait, je me pose des questions qui sont pas des questions... auquel je suis confrontée moi dans ma pratique de mon métier de d'habitude. C'est-à-dire que par exemple, ne serait-ce que j'ai un metteur en scène alors que jusque-là j'en avais jamais eu, je suis sur un texte qui est pas le mien, donc j'ai dû apprendre un texte vraiment mot à mot que j'avais jamais fait en fait. En vrai, je l'avais jamais fait. Donc en fait juste le fait de
de voir quelque chose, c'est un fait, mais en fait, j'ai hyper peur, par exemple, de la comparaison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir le spectacle et qui l'ont déjà vu. Soit ils ont vu le DVD, soit ils ont vu le film, soit ils ont lu la BD. Enfin, Océan, Océan, il a fait Océan Rosemary. C'est devenu un truc. La BD, la cuisine. Il a fait un bouquin de cuisine. Il a fait plein de trucs, tu vois. Donc, c'est des gens qui viennent et qui ont déjà vu ce spectacle. Et donc, forcément, ils comparent. Donc, en fait, quand tu commences un spectacle en te disant, il y a des gens qui sont déjà en train de se dire que je suis moins bien ou mieux qu'Océan, ou pareil, ou différent, tu vois, ou différente, mais il y a un truc qui est étrange. Ça, c'est un premier truc. Et ensuite, c'est une... En fait, c'est plutôt joli comme truc parce que, en fait, Océan m'avait dit, tu verras, les retours des gens, ils sont incroyables. Et j'en étais persuadée, si tu veux, mais c'est encore plus touchant de le vivre, en fait, et d'être... et de porter ça. Et dans les premiers temps, en fait, Océan était toujours là. Donc, en fait, les gens, ils allaient parler à Océan. Puisque c'est vraiment lui la star. Hein. Océan dans un bar lesbien, c'est tellement marrant. C'est-à-dire, c'est Moïse avec la mer rouge. Les gens s'écartent. C'est un vrai truc, c'est magique. Les gens, ils viennent me voir, mais ça va, il est sympa. Donc, c'est rigolo. Après, en fait, je me dis, c'est vraiment fou d'avoir autant souhaité que ça n'existe pas dans ma vie professionnelle et maintenant d'avoir choisi de reprendre Océane Rosemary comme personnage, quoi. Et en même temps, ça fout la pression parce que d'un coup, c'est pas que un personnage iconique pour les lesbiennes, ou voilà, c'est aussi un personnage qu'Océan enfin, moi j'avais le numéro d'Océane Rosemary dans mon téléphone. Donc je suis devenue le personnage de quelqu'un qui existait pour moi. Donc alors oui, Océan a mis beaucoup les distances, il a pris soin en tout cas d'éloigner le personnage de lui et m'expliquer à quel point c'était un personnage et à quel point c'était différent. Mais avec le temps, je me suis aussi rendu compte à quel point ça lui correspondait à plein d'endroits. Et aujourd'hui, par exemple, je me suis rendu compte, au début c'était pas le cas, mais maintenant, quand Océan vient, c'est plus compliqué pour moi. Parce que en fait, quand il est pas là, pour moi, j'incarne vraiment le personnage et il m'appartient. Enfin, il y a un truc où c'est mon spectacle maintenant. Il y a un vrai truc où, mais quand il est là, je peux pas être Océane Rosemary à 100% puisque c'est lui. Enfin, tu vois, il y a un côté. Mais ça, j'ai mis longtemps avant de l'expliquer. J'en ai pas encore parlé d'ailleurs. Je lui ai pas encore expliqué ce truc-là parce que j'ai pas encore réussi à le formuler. Parce que pour lui, il dit, mais non, mais c'est un personnage, donc maintenant tu joues le personnage et tu fais le personnage. Mais dans ma tête, il y a quelque chose forcément qui se dit quand je le joue et que il m'arrive de faire des mauvaises représentations. Alors, elles sont toujours bien pour les gens, c'est très bien. Moi, des fois, c'était mieux que d'autres soirs ou ça. Ces soirs-là, il y a une partie de moi. Au-delà de la culpabilité de la comédienne qui joue mal, il y a une partie de moi qui me dit je ne rends pas hommage à Océan et à son œuvre en fait, qui est pour moi incroyable quoi. Et d'ailleurs dans le truc tout à l'heure tu me disais qu'est-ce qui a fait que je parle plus de moi, aussi ma rencontre avec Océan, ça c'est sûr. Et l'intérêt et le fait d'avoir comme ça pu traverser en tout cas les spectacles dans lesquels il est et d'avoir eu des vraies conversations avec lui hyper intéressantes. Voilà, il est intense, donc c'est chouette. Tu disais que quand tu commençais le spectacle, tu savais que les gens se disaient dès le début c'est moins bien, mieux ou quoi. Et dans Lettre à l'ado que j'ai été, où t'as donc écrit une lettre à ton toi plus jeune des 14 ans, comme plein d'autres gens, genre Adrien Méniel, Flaubert, Sophie Rich, plein de... Et Océan d'ailleurs. Et Océan. Et donc tu dis... Arrête de te juger et arrête de te comparer aux autres. C'est surtout arrête de présumer que les gens te jugent. Mais ça n'empêche pas... En fait, je me dis, ils vont sûrement le faire et puis ça me quitte. Parce qu'en fait, je sais maintenant, oui, j'ai cette peur-là. Maintenant, j'arrive à faire avec, si tu veux. Et j'arrive à me dire, j'arrive à dépasser ce truc-là. Enfin, mais de manière générale, même dans le spectacle, si tu veux, il y a des moments où tu te dis, bon, c'est moins bien, mais en même temps, tu vas tout faire pour que ce soit bien, parce que tu es à l'écoute et tout ça. Et c'est pas parce que tu dis, oh là là, les personnes se font chier qu'elles se font vraiment chier. Et c'est pas parce que je me dis, ah là là, elles me comparent, qu'elles me comparent vraiment. Ça arrive, puisque les gens me le disent à la sortie. Ah, on avait vu, votre personnage est différent. Donc les gens le font, c'est un fait. Maintenant, il faut pas que je me bloque, enfin, sinon je joue pas. Mais dans ton spectacle à toi, dans Fearless, quand tu le fais découvrir aux gens, t'as toujours aujourd'hui ce sentiment que les gens
Me compare à Océan. Alors moins, mais qui te jugent et et qui te Bien jugent sûr. évidemment. Évidemment, ils ont payé 15 €. Oui, c'est le Donc, prix est-ce que du mon jugement. spectacle vaut 15 €? Est-ce qu'il rit pour 15 €? C'est une question que tu te poses. C'est une vraie question. Putain, maintenant je vais penser à ça à chaque fois que je joue. Je suis désolée. Mais est-ce que les gens rient pour 15 €? Et ben c'est pour ça que mon spectacle il est à 11. Il est moins drôle mais il est moins cher. Oui, mais moi aussi, il y a des places sur Billet Réduc à 10, donc bon, voilà. Est-ce que mon spectacle vaut ce que les gens dépensent? En vrai, hein. Parce qu'on est aussi un produit. On fait de l'art, hein. Mais en vrai, on est aussi un produit. Enfin, moi, en tout cas, je suis productrice de mon propre spectacle. Je vais te dire que je suis aussi un produit. Est-ce que ça te plaît? Non. D'accord, ok. Non, je voudrais être que dans des questions artistiques et pas dans des questions financières. Après, c'est cool, hein. Je décide combien je suis payée en fonction de combien j'ai vendu, tout ça. Mais en vrai, là, tu vois, je vais à Avignon, il faut que je fasse des trucs avec les graphistes, les machins. Ma graphiste est très cool, c'est pas la question. Mais savoir combien d'affiches je prends, qui je vais engager pour les poser à Avignon, non, c'est pas mon métier en fait. Alors je le fais et ça va, mais c'est pas mon métier. Ok. J'aimerais bien être produite, ouais. Si vous m'écoutez. Ok. Je sais plus à quoi je voulais lier cette info. Mais vas-y. Mais tantôt, t'as dit un truc et je me suis dit, ah, c'est comme cette histoire qu'elle avait racontée dans un podcast. Je pense que c'était chez Mademoiselle. Ouais. Où tu racontes que quand t'étais jeune, t'avais fait du tennis. Ouais. Et que j'ai appris à perdre avant d'apprendre à gagner. C'est ça. Ouais. Mais c'est... Quid? C'est-à-dire mais... Qu'est-ce que tu veux savoir en fait? Mais en fait, pourquoi et comment c'est venu ce... Pourquoi il faut apprendre En à fait, perdre? c'est tellement... C'est triste? C'est ça que tu veux dire? Déjà. Et puis c'est tellement curieux. D'habitude, les gens, c'est l'inverse. Genre, les gens ont du mal à... Ils ont peur de l'échec plus que de la réussite. Bah oui, mais après, c'est des trucs tordus. Enfin, moi, j'ai très envie de réussir. Hein. Mais bon, pour l'instant... pour l'instant, c'est pas un échec, mais c'est pas une victoire non plus. Enfin, c'est pas une réussite non plus. Donc c'est un demi-truc. C'est quoi que t'aimes... C'est quoi pour toi réussir? C'est plein de choses. C'est plein de choses différentes. Pour l'instant, je suis pas là où j'aimerais être. J'aimerais être où? J'aimerais être pas dans cette... J'aimerais être dans un hôtel. Et pas dans un appartement. Qui donne sur un cimetière. J'aimerais être à un endroit, justement, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais être dans un endroit où je m'occupe plus des questions financières, d'être que dans des questions artistiques, par exemple. J'aimerais être dans un endroit où je suis plus rassurée, où je suis pas dans des questions de remplissage, savoir combien je remplis, mais de savoir que ça remplit. J'aimerais être... Ouais, mais... J'aimerais être une sorte d'évidence dans la tête des gens. Mais c'est pas encore le cas. Ça viendra peut-être. Peut-être que ça viendra pas. J'espère que ça viendra. Je travaille pour que ça le devienne, en tout cas. Toi, t'as pas cette sensation-là? De quoi? C'est quoi la réussite pour toi? Faire un truc dont je suis fière et que... Ouais, faire un truc où je me dis, putain, mais pas n'importe qui aurait pu le faire. Parce qu'il a vraiment fallu que je me bouge pour y arriver. Il a vraiment fallu que je réfléchisse, que je prenne du temps, que je prenne du recul. Et essayer de faire quelque chose que je trouve beau, que je trouve bien fait, que je trouve intéressant, pertinent. Et après, j'ai toujours la naïveté de penser que si je fais ça, bah, ça va toucher les gens et qu'ils vont se dire, bah, on va aller voir jouer cette personne. Ouais. Mais moi aussi. Parce que si ce que tu fais, t'as tout donné et que ça trouve pas son public, donc oui, c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vis en tout cas. Parce que moi j'ai tout donné sur mon premier spectacle. Franchement, j'ai tourné, j'ai bossé. Et j'ai eu la chance parce que c'est parce que j'ai pu tourner avec Bérangère Krief pendant 4 ans et demi. C'était hyper riche. J'ai pu tourner je tourne avec Virino, c'est hyper riche aussi, avec Yacine Bellous aussi, il m'a amené en tournée. J'ai cette chance-là et j'ai tourné moi-même toute seule et j'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un j'ai été accompagnée d'abord par Aude Galliou et puis ensuite et Joachim Rachidi, et après par Clémence Braque, la Georgette Sprod, mais donc qui s'occupe de vendre les spectacles. C'est une chance énorme. J'ai appris et j'ai vraiment tout donné. Et pourtant,
au moment où toi, t'as l'impression d'être au top, est-ce que ça veut dire que tu l'es vraiment? Et c'est ça qui est compliqué, c'est que d'un coup, moi, j'avais l'impression de faire d'être au mieux de ce que je pouvais, puisque j'ai l'impression que je ne faisais que progresser, si tu veux. Mais ce qui est vrai, je pense sincèrement, j'ai fait que progresser. Mais pas parce que moi, j'estime que je suis au top de moi-même, à l'heure actuelle, que je le suis vraiment. Et que donc, forcément, ça va toucher les gens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. J'ai l'impression que je suis en train de te casser ton rêve, là, non? Non, mais j'ai pas énormément d'ambition là-dedans non plus, donc c'est pas... T'as pas d'ambition là-dedans, ça veut dire quoi? Bah, genre, je veux faire un truc qui me plaît, après, si ça prend pas, tu vois, c'est pas... Ouais. C'est pas mon métier. Voilà, moi, c'est mon métier. Voilà. Mais t'aimerais que ça devienne ton métier? J'aimerais que ça prenne plus de temps, plus de mon temps, et que ça représente plus... On mange des fraises. Et que ça représente un plus gros pourcentage de mon temps et de mes revenus, en gros, mais non, je veux pas que ce soit mon seul... En fait, j'ai toujours besoin d'avoir des portes de sortie au cas où il y a un truc qui marche pas, et j'ai toujours eu l'habitude d'avoir 2-3 tafs. Et donc, s'il y en a un qui foire... Elle a l'air d'avoir 14 ans, mais elle a eu l'habitude d'avoir 2-3 tafs. Ah, mais je bosse depuis, genre... Depuis l'année dernière. 6 ans. Non, mais je bossais avant. Je plaisante. Calme-toi. T'as de la chance que j'ai pas de répartie. Mais du coup, comment tu te sens par rapport à ça? Par rapport à quoi? Bah, au fait que c'est pas une réussite, mais c'est pas un échec. Ben, c'est très frustrant. Je suis très frustrée. Mais en même temps, c'est challengeant. Parce que je me rends bien compte aussi de mes réussites. Enfin vraiment, j'en vis bien. Je tourne. Enfin, là, j'ai de la chance, tu vois. Là, je fais une tournée de rodage pour mon spectacle. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est Foresti qui fait une tournée de rodage pour son spectacle, tu vois. C'est pas Marine Baousson que personne n'attend, tu vois. Donc, j'ai cette chance-là, finalement. Je sens que les gens me font confiance, enfin, tu vois, je viens ici, c'est cool. Tu vois, hier, j'ai joué avec Ino JP. Il me connaît pas. Il dit, bah, viens sur mon plateau. Enfin, tu vois, c'est gentil. Donc, j'ai cette chance-là de voir que on me fait confiance maintenant. Et j'en vis. Et c'est cool. Et je travaille. Beaucoup. C'est cool. Trop cool. Donc, ça, c'est une chance inouïe. Je le vois, j'ai des copines qui c'est galère pour terminer, pour faire leur cachet, pour vivre. C'est compliqué de leur métier. Moi, c'est pas compliqué. Je travaille beaucoup, j'ai de la chance. Donc ça, c'est vraiment une vraie réussite. Et mon but, c'est pas d'être connu. C'est pas ça, la réussite, ce serait pas d'être connu. La réussite, c'est de remplir des salles, c'est pas pareil. Mais donc après, comment je deal avec le fait que ce soit pas... Bah ouais, j'aimerais bien passer... monter. En fait, j'aimerais bien passer un step, tu vois. Avant de faire de l'humour, tu faisais du théâtre? Genre, tu faisais de la déclamation baroque et des trucs comme ça? Ouais, oh là, t'as vu des vidéos? Non, ça va. T'aimais le truc un peu plus noble que ça représentait ou... Ouais, puis je crois que j'avais envie d'avoir l'air d'être un télo. Je voulais faire du one-woman show. Et puis, j'ai fait un bac option théâtre obligatoire, donc c'était coefficient 8 au bac. Et là, j'ai découvert le théâtre, le grand, le vrai, où c'était pas du théâtre de faire ce que je faisais, donc voilà, de ce que j'avais envie de faire en fait. Et donc, j'ai commencé à apprendre ça et ça m'a vraiment intéressée et vraiment passionnée et je me suis dit j'ai envie de faire ça. Puis une fois au conservatoire à Rennes, je me suis dit en fait non, c'est pas ça, ce que j'ai envie de faire c'est de l'humour et puis tac, j'ai repris cette direction-là. Mais ouais, j'aimais bien l'idée que ce soit quelque chose de noble. Parce que c'est ce que j'ai appris à l'école en fait. Que c'était pas du théâtre, parce que ce qu'on fait nous, c'est pas du théâtre. Et c'est pas vrai, pour moi c'est du théâtre. Qu'est-ce qui te plaisait dans l'humour quand t'étais plus jeune? Dans le fait de faire rire les gens plutôt que de les faire réagir comme on fait réagir dans le théâtre. En fait, qu'est-ce qui t'a dit, ok, ce côté intello, ça me branche. En fait, je m'en suis pas sentie capable. J'ai senti une limite pour moi. C'était quoi cette limite? C'était que j'arriverais pas à reproduire cette énergie-là sur scène chaque soir, j'y arriverais pas. Peut-être que j'y arriverais, hein, en vrai. Mais sur le moment, je me suis dit, je n'y arriverai pas et je n'en ai pas envie. C'est ailleurs, c'est dans une autre énergie, c'est autre chose que je veux faire. Je me suis dit, je veux pas faire les textes d'autres gens, je veux faire mes textes à moi, je veux parler directement au public. C'est ça que je veux faire. Donc c'est ça qui me plaisait, au final. Mais en faisant des études de théâtre et tout ça, c'était prendre de la culture aussi, savoir être sur scène, aussi
Enfin, je pense aujourd'hui que ça m'aide au quotidien. On allait tous les mois voir des pièces, on devait les analyser. C'est une école d'être spectateur, tu vois. Et donc, cette école du spectateur, elle est hyper intéressante parce qu'aujourd'hui, ça fait que c'est toutes ces années-là qui ont fait que, qui m'ont formée, en fait, à la fois dans des trucs de théâtre et à la fois dans le jeu et à la fois dans la technique, juste dans l'analyse, dans des choses, dans des émotions que j'ai pu ressentir en tant que spectatrice, en tant que pratiquante de théâtre. Toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis sur scène. Ça, plus l'expérience que j'ai accumulée avec les scènes qu'on fait et les festivals et tout ça. Mais la base de moi sur scène, c'est ce que j'ai appris là-bas. Et donc, et moi, ça me plaît de me dire que c'est peut-être un peu plus riche parfois que juste de monter sur scène et de prendre un micro. De me dire d'un coup l'attaque, tu fais attends, je vais éteindre la lumière parce que ça va donner autre chose. D'un coup, je vais avoir besoin de plus de. Bah, ça me plaît. En tant que bébé qui fait ça depuis 20 minutes à peu près, comment on fait pour. Oh waouh, ça y est, je suis la vieille qui donne des conseils. Mais non, mais c'est. Genre, ça fait 10 ans que. Bah oui, en fait. Ouais. Ça fait 10 ans que tu fais ça et moi, ça fait 10 mois. Ouais. Comment on fait pour gérer le fait que c'est une montagne russe en permanence? Et que des fois, tu vas te retrouver dans des trucs de fou où les gens sont hyper chauds, tu vas dans un hôtel de feu, manger des animaux rares, et puis le jour après, t'es dans un truc miteux, dans le fin fond d'une ville qui n'existe même pas, devant des gens qui se disent « Mais pourquoi est-elle sur scène à raconter sa vie ?» Comment on gère ça? À part en arrêtant d'accepter des dates dans le fin fond. Bah déjà, en fait, c'est te respecter aussi. Mmh. Première chose. Deuxième chose, c'est ne pas douter de toi-même. Enfin, en tout cas, ne pas douter de ton professionnalisme et de l'expérience que tu as prise. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation que même quand parfois on me comprend pas, déjà c'est plus rare. C'est de plus en plus rare avec le temps de bider. Ok. Bah, c'est pas ça que tu voulais dire, mais. Bah, c'est un tout en fait. Comment le. Bah, en fait, ça fait partie du métier. Enfin, je sais pas comment on le gère en fait. En sachant qu'il y a des choses qui arrivent en ayant confiance. Mais franchement, en ayant confiance en l'avenir, je vois pas d'autre chose. Je crois que les moments qu'on vit qui sont durs sur scène aussi, ça nous recadre. Et sur scène et dans des endroits un peu nazes, on mesure mieux sa chance après. Franchement, je saurais pas trop te dire. Peut-être que j'arrive pas encore à le gérer bien, moi. Ok. Toujours dans la lettre à l'ado que j'ai été, tu cites Tina Fey. Ouais. Et tu parles d'une règle d'impro qu'elle conseille d'appliquer dans sa vie et dans ses choix, c'est toujours dire oui. Dire oui, accepter ce qui arrive, c'est déjà avancer, c'est rendre tout possible, c'est risquer et aller vers l'inconnu, mais ce sera toujours plus intéressant que le confort et la routine. J'aimerais savoir pourquoi tu te forces à faire ça alors que personnellement, j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse. C'est un truc que t'appliques et pourquoi? Oui, beaucoup. Ok. Pas systématiquement, parce que maintenant j'essaie aussi de suivre mes instincts. Mais oui, parce que tu sais jamais où ça va t'amener en fait. Et alors, je sélectionne quand même, hein, tu vois, il y a des trucs où je me dis bah non, enfin. Mais maintenant je sais que je peux dire non à des choses, en tout cas dans le travail, parce que je sais que j'ai déjà fait des choses similaires et donc du coup j'ai déjà dit oui. Et donc je peux dire non parce que je sais que j'ai pas envie de reproduire ça. Oui, parce qu'en fait, tu sais pas, faire quelque chose t'amène à faire des rencontres, et une rencontre amène à... Enfin, tu vois, finalement, tu t'enrichis, tu prends de l'expérience, j'ai l'impression, moi, en tout cas, de continuer à apprendre et à me nourrir de tout ce que j'ai... du fait de dire oui. D'abord dire oui. En fait, par exemple, avec Bérangère Krief, justement, on est partis toutes les deux en road trip, qu'on a appelé le road trip, où vraiment, on est partis, on s'est donné rendez-vous à la gare de Lyon, on avait loué une voiture, et on s'est dit, on verra où on va atterrir. Et on s'est rendu compte que nous, on suivait que nos instincts. C'est-à-dire que vraiment, à un moment, on s'est dit, oh, il y a une montagne, bah viens, on y va. Donc vraiment, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on va, bah viens, hop là, la table s'en va encore. Donc c'est genre, bah il y a cette montagne, on a qu'à aller prendre un petit déj devant la montagne. On y va, puis on se dit, tiens, on va monter en haut, on va faire une rando. Bérangère va voir la dame à l'office de tourisme, et puis elle dit, bah on voudrait monter, on voudrait des tickets, machin. Et la dame, elle dit, vous avez pas de chaussures de marche? Elle dit, ah bah non. Elle dit, ah là là, si vous avez pas de chaussures de marche, c'est pas possible, quoi. Faites attention, il fait hyper froid. Et en fait, les gens disent toujours non avant que, en fait, nous on a dit oui et on y a été, on l'a fait et on a passé une super journée. Alors que tous les problèmes énoncés d'abord par la personne qui disait non à tout ce qu'on proposait, en fait, n'ont pas existé, en fait.
En fait, tu te rends compte que dans la vie, les gens disent d'abord non avant de dire oui. Et sauf que du coup, bah, comme tu dis non, tu laisses pas la possibilité que ça existe en fait. Et ni de faire des erreurs. Tu vois. Et oui, on serait monté en haut et ça aurait été vraiment trop compliqué pour nous. Et on aurait dit, bah, on a eu tort. Mais là, on est monté, alors que la meuf nous a dit, franchement, vous avez pas de chaussures de marche, vous avez pas de manteau, vous avez pas. Enfin, tu vois. Elle nous a expliqué par A plus B qu'on devrait pas le faire, parce que vraiment, c'est non. Et en fait, tu montes, tu fais, bah, en fait, là, vraiment, tout est oui. Hein. Y a pas de. Donc, je sais pas comment dire. Finalement, c'était riche, on a réussi à créer des trucs et on a. Parce que nous, on s'est dit, bah, pourquoi pas, faisons-le. Et puis on voit ce qui se passe. Et ça marche aussi sur scène, enfin, je crois. C'est ce qu'elle explique, tu dis oui et tu crées quelque chose. Et aujourd'hui, moi, je vois bien, quand je suis en impro que je sais plus, ben, je sais que si je dis oui à ce qui arrive dans la salle et que j'ajoute quelque chose, ben, c'est mieux que de dire non, non, non. Ouais, je pense qu'il faut ouvrir. Et c'est ce que j'aime aussi, moi, dans cette période de création là, sur Fearless, en ce moment, c'est que il y a un vrai truc où là, je dis oui à tout ce qui vient. Dans la salle, je prends tout. Vraiment, tout ce qui vient, je le chope. Tu vois, je sais pas si t'as vu, il y a des gens qui discutaient, je dis, ah, ça discute. Je veux savoir. Parce que peut-être ça va m'aider. Peut-être il y a quelqu'un qui a pas compris un truc. Peut-être que ça va m'amener à une vanne. Peut-être que du coup, parce que j'ai dit oui, parce que je laisse, enfin, j'ouvre cet espace-là. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que les gens parlent tout le temps. Tu vois, l'autre jour, il y a des gens qui ont commencé tout de suite dès le spectacle à me parler toutes les secondes. En fait, j'ai fait, pardon, en fait, juste, tu fermes ta gueule. Parce que je travaille. Mais, par contre, quelqu'un qui réagit, qui a une réaction qui est physique et qui comprend pas un truc, bah, c'est hyper riche parce que ça veut dire que bah, moi, je comprends plus de choses sur comment je travaille aussi. Donc, finalement, d'ouvrir ça, d'accepter, c'est hyper riche, ouais. Ok. Tu l'as lu, le bouquin de Tina Fey ? Ouais, mais il y a longtemps. Donc, Mais ça t'avait pas bouleversé ton coin ? Non, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, peut-être je l'ai fleuré, mais j'ai oublié. Et ouais, je disais, moi, j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse. Mais je pense que j'avais un peu mal compris le sens de ce qu'elle avait voulu dire. Parce que moi, justement, il y a genre, je sais pas, 2 ans, j'ai commencé à me rendre compte que je disais un peu oui à tout. Parce que j'avais l'impression que si les gens me demandaient quelque chose, c'est parce qu'ils attendaient ça de moi. Et donc, si je le faisais pas, j'étais décevante. Ouais, non, c'est différent. Une demande Ouais, est une ouais, demande. c'est vachement différent. Mais aujourd'hui, tu vois, moi j'ai dit beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, on parlait hier au fait de faire des festivals gratuitement, par exemple. Tu dis, tu me disais, à quoi enfin, on y va, on n'est pas payé, on reste 3 jours et on gagne pas. Donc finalement, c'est quoi notre. Bah en fait, si, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes que tu apprends à perdre, tu gagnes que tu vois les autres, tu t'écoutes, tu te confrontes à plein de tailles de salles. Ça veut dire que d'un coup, parce que c'est pas gérer une salle comme ici, qui est une petite salle, comme gérer, tu joues au Bataclan, c'est pas la même salle. Donc il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à tout ça. Et tout ça, c'est de l'expérience que tu prends. Alors oui, t'es pas rémunéré, mais tu gagnes quand même à plein de choses. Et tu rencontres des gens, tu rencontres d'autres humoristes, tu rencontres des professionnels, et tu sais pas ce qui peut se passer. Et donc finalement, ce oui-là, moi j'ai fait beaucoup de festivals où j'ai tout perdu, mais n'empêche que je me sens plus forte aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, je dis oui si c'est payé. Parce que j'estime que maintenant, en fait, c'est mon travail. En fait, ce que tu veux faire, c'est des humoristes, et tu veux pas les payer, en fait. Moi, ce que je te dis, c'est, aujourd'hui, j'en suis plus à un moment où tu me payes plus. En fait, aujourd'hui, je viens, tu me payes. Voilà, c'est tout. Je travaille tout le temps, je vois pas pourquoi je serais pas payée. Donc, ça m'arrive de faire des trucs gratuitement, tu vois, c'est pas la question. Mais maintenant, j'estime que voilà, mais je le fais maintenant parce que j'ai d'abord dit oui et que j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et maintenant, bah, tu payes. Après, je dis ça, tu vois, je fais un plateau et je t'ai demandé de venir et je t'ai dit, bah, par contre, c'est vraiment pas rémunéré. Et t'es venu, tu vois. Ouais, mais maintenant, je dis oui au truc plus que pour 3 raisons, parce que j'ai envie, parce que c'est obligatoire ou parce que c'est payé. Voilà. Et là, j'avais envie, donc. Ouais. Puis c'était un peu payé, mais par rapport à ce que toi, ça t'a coûté, c'était pas... Franchement, ça va. Deuxième question de type mamie stand-up. Ouais. Mamie stand-up, ouais. C'est pas épuisant de faire un métier où rien n'est jamais... Ok, merci. Termine ta question, mais si. Rien n'est jamais acquis. Et oui, il faut toujours... Si. Bien sûr que si, c'est évident, mais c'est le métier qu'on choisit. C'est des métiers de passion, sinon tu fais pas du spectacle vivant. Je veux dire, sinon tu prends un CDI. Vous avez ça, le CDI en Belgique ? Ouais.
Sinon, tu prends un CDI dans la comptabilité. Et puis, oui, bah, tu as ta sécurité de l'emploi et voilà, c'est sûr. Puis tu fais un prêt plus facilement. Puis voilà. Puis tu es chez toi tous les soirs. Et puis voilà. Bah, nous, c'est pas ça. Nous, c'est un métier de passion, c'est un métier de vie. La comptable, tous les matins, elle se dit pas putain, j'ai fait une putain d'addition là. Waouh, c'était génial. J'ai réglé 3 factures, je me sentais au top. Non, nous, on monte sur scène, on a peur. T'arrives sur scène, tu joues, t'es en contact avec les gens, c'est jamais pareil. C'est une routine terrible. En même temps, c'est une espèce de mise en danger permanente. C'est vraiment, rien n'est jamais acquis. C'est pas parce qu'un jour tu es drôle que le lendemain tu le seras forcément. Alors, avec le temps, bien sûr que si, tu prends de l'expérience, mais n'empêche que cette adrénaline-là, ce que ça t'apporte, cette vie que enfin, je veux dire, sur scène, tu vis, quoi. Tu vois, tu vis à 1000%. Donc, ouais, c'est pas stable par ailleurs. Mais n'empêche que quand t'y es... Et t'as jamais des hauts... Si. Des hauts très hauts, des bas très bas? Si. Bah si. Et tu fais quoi? Ben, j'attends que ça passe. J'attends que ça passe parce que dans les 2 cas, les 2 vont arriver. Enfin, tu vois. Ouais, mais comment tu peux être sûr? Enfin, quand t'es en bas très bas, en général, tu te dis que plus jamais il y aura des hauts très hauts. Non, parce que aujourd'hui, sur scène, je peux ne pas forcément marcher tous les soirs. Mais ça peut plus exister. Que des soirs où je bide. J'ai pris de l'expérience. J'ai pris du professionnalisme. Je sais sentir... Enfin, je sais sentir la salle. Parfois, je galère. Mais maintenant, tu sais comment aller chercher, tu sais, t'as des trucs, je sais pas comment dire, tu peux ne pas avoir le moral et pourtant ton expérience, elle est tout le temps là, elle partira jamais en fait. Tu sais faire du vélo, tu sais faire du vélo. Ça te parle pas, je sens que t'es pas. Si. Tout ce que tu fais là maintenant, tout ce que t'emmagasines sur scène, tout ce que tu vois, tout ce que tu vas... Et au tout début, tu savais plus du tout où t'en étais dans ton texte, tu savais plus du tout où regarder. Maintenant, t'as plus peur des gens. Maintenant, tu sais, tu montes sur scène, tu sais un peu mieux comment faire. Tu connais le chemin. Et si tu connais pas le chemin du rire, tu sais que tu l'as déjà trouvé. Et ça, plus personne jamais peut te l'enlever. Jamais. Les gens, ils arrêtent pas de... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais les gens, ils arrêtent pas de dire on pourrait pas faire la même chose. Bien sûr que si, tout le monde peut le faire. Alors, avec plus ou moins d'idées, plus ou moins drôles, mais c'est de la technique, c'est tout. Et cette technique-là, une fois que tu l'as fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois... Tu penses que l'humour, c'est de la technique? Pas que, mais oui, aussi. Tu penses que n'importe qui peut devenir drôle? Oui et non. Je pense que n'importe qui ne peut pas forcément en faire son métier, mais je pense que n'importe qui peut l'essayer, en tout cas. Et donc, chercher des blagues, et donc... et monter sur scène, et prendre un micro et avoir l'air à l'aise. N'importe qui. Ça, oui. Comment tu fais pour ressentir les choses de ton spectacle? Parce qu'on parlait il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, quand on s'est vu à Paris, que quand t'étais venue jouer à Liège, Ouais. tu venais de perdre ta grand-mère. Ouais. Et du coup, toute la partie où tu racontes le deuil de ton autre grand-mère, tu l'avais fait en mode automatique. Ouais. Comment tu fais pour garder la même intensité quand tu parles de choses tristes? Et si tu n'y arrives pas, comment ça se passe? C'est compliqué comme question parce que c'est très récent, encore pour moi. Déjà parce que à partir du moment où tu parles de choses tristes, les gens projettent des choses sur toi. Premier truc. Là, cet état-là de Liège, il m'est resté un peu longtemps. Et par exemple, la semaine dernière, j'étais à Rennes. Il y en a 2 que j'ai faites qui étaient mauvaises, selon moi. Elles étaient pas bonnes à la suite. Et j'ai une copine qui était là, mais elle dit, mais c'était incroyable, on a cru que t'allais t'effondrer. Et moi, vraiment, j'étais pas du tout dans l'émotion. Je l'ai joué. J'étais à aucun moment, j'allais fondre en larmes. À aucun moment. J'étais pas du tout dans cette énergie-là. Donc d'abord, tu sais le fabriquer, parce que tu connais ton travail. Je sais aussi que je compte sur ce que je raconte, donc ça va toucher les gens quelque part, voilà. C'est juste que à force de dire les mêmes choses et de la même manière, et une fois que tu sens que t'as la salle avec toi, tu peux très vite te laisser emporter par pas le moment.
Faut être vigilant, en fait, c'est tout. Et après, c'était quoi ta question exactement? Les choses tristes, comment tu les gères? Comment tu les ressens en rejouant le spectacle, souvent? Comment t'arrives à garder la même intensité? Par l'habitude et le jeu, je crois. Et parce que c'est ce qu'elle dit aussi, Anna Gatsby, tu vois. Elle dit, en fait, en racontant, finalement, tu enlèves la douleur et tu le racontes, mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et en même temps, tu l'as raconté plein de fois que t'en oublies la vraie version et que... Ça t'arrive, ça? Je pense que, oui. Bon, je pense que c'est ce qui va se passer avec l'enterrement de mes grands-mères. Enfin, le sketch sur l'enterrement de mes grands-mères. C'est sûr. Ça te fait peur? Oui et non, mais en même temps, ce que je dis à la fin de ce sketch, il est vrai, c'est que si je le fais, c'est aussi une façon de les convoquer. C'est-à-dire que tous les soirs, j'ai un moment où je pense à mes deux grands-mères. Et ça me plaît plus que l'idée de me dire que je vais oublier à quel point ça fait mal quand tu perds quelqu'un. Et le deuil, il va se faire, forcément. Et moi, c'est comme ça que je le fais, en tout cas, j'ai l'impression. Est-ce que tu penses que toutes les bonnes bases de l'humour sont des douleurs? Non. Je pense que toutes les bonnes bases de l'humour sont des sentiments, positifs ou négatifs, mais pas forcément des douleurs. Ça peut être des joies aussi. Pour moi, c'est juste des sentiments extrêmes. Des joies, des déceptions, des fiertés, mais par exemple, moi je parle du fait que j'ai perdu 30 kilos, j'en parle beaucoup, tu vois. Bah, c'est une fierté. Alors oui, il y a une douleur aussi j'ai perdu du poids, enfin parce que j'étais grosse et tout, mais en vrai, ma fierté, elle est de dire j'ai perdu 30 kilos. Et je vais vous parler de ça. Plus que oh là là, j'étais grosse. Tu disais tantôt du fait que tu voulais pas parler du fait que tu es lesbienne parce que t'allais l'incarner plus que tu ne le voulais. Ouais. Est-ce que t'avais l'impression que le fait de parler de ton poids allait faire la même chose? Oui, mais j'avais pas envie non plus. Je voulais pas être une voix contre la grossophobie, par exemple. Enfin, il y a un truc, je voulais pas être... Mais en même temps, c'était plus simple pour moi d'assumer d'être l'humoriste grosse que d'être l'humoriste lesbienne. Parce que le fait d'être grosse, c'était la façon que j'avais de me démarquer. Tu vois? Mais parce que ça a été long aussi pour moi d'accepter cette identité-là. Donc une fois que je l'ai acceptée, bah, j'ai décidé de l'embrasser complètement et de me dire, bon, bah, ok, je suis la grosse qui fait rigoler. Bah, ok, je suis la grosse qui fait rigoler. Ok. Mais c'est comme Bunai quand il se fait appeler chinois marrant. Il y a un moment où, en fait, en vrai, les gens sur Google, ils tapent chinois marrant. Mais moi, je pensais que c'était son vrai nom. C'était son prénom. Non, que c'était son pseudo sous lequel il jouait, tu vois. Ah oui, non. Bah oui et non. Ouais, il y en a deux, en fait. Ok. Comment... Il me semble que t'en parlais dans le sketch que j'avais vu à Liège. Quand t'as perdu 30 kilos, il y a énormément de choses qui ont changé dans ta vie. Ouais. Et à la fois oui, à la fois non, mais oui. Du coup, est-ce qu'il y a eu une sorte de perte d'identité ou tu te dis, mais comment est-ce que je me définis maintenant? Oui, complètement. Et comment on retrouve des repères avec ça, enfin, après ça? C'est sûr qu'il y a une perte d'identité. En fait, à la fois, au tout début, quand tu perds beaucoup, il y a cette fierté. Elle est incroyable. Enfin, vraiment, il y a une espèce de truc de... Moi, je me sentais tellement puissante. D'abord, il y a cette sensation de pouvoir parce que tout le monde te le dit. Les gens, j'ai dû me représenter à des gens, les gens ils se rappelaient pas de moi. J'ai déjà montré les photos de moi avant ou pas? T'en as vu des vidéos d'entre eux. Voilà. Ouais. Donc cette sensation-là, elle est géniale parce que d'un coup tu te dis putain, ça y est quoi, ça y est c'est. Après, il y a le truc où tu te dis, où toi tu te présentes toujours de la même manière, mais tu vois que dans le regard des gens, t'es plus la même personne et donc du coup t'es plus légitime à dire certaines choses ou t'es plus ou d'un coup en fait moi j'ai toujours la sensation de dégager ce truc de grosse de fille grosse rigolote et puis en fait tu vois que dans les regards des gens bah en fait t'es plus ça quoi et sauf que tu sais pas non plus ce que t'es par ailleurs et ça c'est dans un deuxième temps parce que d'abord le premier temps t'as juste l'euphorie
Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai eu, je sais pas pour les autres, mais moi, en tout cas, ce que j'ai eu, c'est vraiment l'euphorie de la perte de poids et de l'effort et du fait que ça, c'est tellement immédiat et que ça se voit tellement que les gens enfin, c'est incroyable. Il y a des gens, et les gens, en plus, comme ils gardent cette espèce de persistance rétinienne de toi grosse, les gens, chaque fois qu'ils te voient, ils font wow! Moi, j'ai mon pote Clément, à chaque fois qu'il me voit, il me fait putain, t'as fondu encore. Non, j'ai pris 3 kilos. Non, t'as fondu. Parce qu'en fait, lui, je pense que dans sa tête, il est tellement habitué à me voir comme ça, même si ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai perdu du poids, vraiment, je pense que enfin voilà, ça existe, quoi. C'est encore là, quoi. Donc, le deuxième temps, c'est de te dire, ok, je suis perdue parce que je sais plus, je ne représente plus ce que j'ai toujours été. Et qu'est-ce que je suis? Parce que du coup, je suis extrêmement commune. Puisque je suis plus grosse. C'est quoi ma personnalité? C'est quoi ma particularité? Et d'accepter de perdre ce truc-là, notamment dans l'humour, où moi, je commençais mon spectacle en disant je suis grosse et tout. D'un coup, je savais plus, quoi. Et puis, ça dit plus la même chose. Ton personnage, il est différent. J'ai fait des photos, c'était horrible. Mes photos, là, toutes, elles sont super, les photos. Sauf que moi, je me reconnais pas. Et c'est très compliqué quand tu te reconnais pas. Puisque d'un coup, le sourire que je faisais avant, qui marchait bien quand je faisais plus de 100 kilos, bah maintenant, il marche plus. Tu vois, c'est des détails cons, mais en vrai, tu sais plus. Et moi, aujourd'hui, encore, maintenant, je me suis habituée parce que ça s'est tassé, parce que les gens, ils ont l'habitude que j'ai perdu du poids et tout ça. Mais n'empêche que, aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement quelle morphologie j'ai. Je sais pas où je dois me placer dans l'échelle de la des grosses, tu vois. Et par exemple, ma mère, là, elle m'a dit avant-hier, ah bah dis donc, parce que j'ai emprunté un pantalon, elle m'a dit, bah, ah bon, tu rentres dedans? Et j'étais, ah, bah oui, enfin. Mais en fait, ça veut dire qu'elle me voit peut-être plus grosse que je ne suis. Enfin, tu vois, il y a un truc où je sais plus, en fait, je sais pas quelle taille je dois acheter. Vraiment, je suis perdue. C'est vraiment très compliqué. Et je sais pas ce qui va ou ce qui va pas. Donc c'est compliqué, ouais. Et sur scène aussi, c'est compliqué parce que d'un coup, tu te construis une identité de scène et c'est plus la même. Comment, une fois que tu perds cette identité-là, tu reconstruis quelque chose pour ton... Enfin, comment tu t'es dit, bah... je sais pas comment exprimer. Comment je me sépare de cette identité-là pour embrasser la nouvelle identité? Oui, surtout si tu l'as pas encore définie. Ben... Comment tu construis quelque chose sur une base que tu n'as pas encore? Ben, en fait, je suis autre chose. Donc, en fait, être sur scène suffit à le... Bah, ça fait que je suis plus dans les mêmes questions. Ça veut dire aussi que... Et en même temps, ça vient aussi avec des choses plus intimes. En fait, moi, perdre tout ce poids, c'était une façon pour moi, en tout cas, d'enlever cette espèce d'armure, ou cette espèce de... Comment je peux dire? Oui, pour moi, c'était enlever ce qui n'était pas nécessaire et pour qu'on me voit plus. Enfin, en fait, accepter d'être moi-même, pas caché derrière ce corps de grosse, en fait. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, on a l'impression que tu prenais plus de place avant, mais t'étais plus effacée aussi. C'est-à-dire que c'était pour qu'on te voit moins. Et aujourd'hui, je pense que j'ai enlevé ça, et donc je prends le risque de plus de vulnérabilité. Et c'est ce qui se passe aussi sur scène dans mes sujets. Puisque donc mes sujets sont plus perso, plus intimes, plus... ça veut dire que du coup, j'accepte d'aller chercher dans autre chose que mon apparence. Donc c'est comme ça, je pense que ça se définit. Et après, je trouve que parler de la perte d'identité est un sujet intéressant aussi. Comment tu travailles pour l'écriture? Je travaille beaucoup sur scène, en fait. En fait, ça dépend. J'ai 2 façons. Soit je monte sur scène et je sais que je veux parler de quelque chose et j'ai rien d'écrit et j'y vais et j'improvise. C'est ce qui s'est passé pour le sketch sur, par exemple, dans mon spectacle, là, il y en a 3 qui sont écrits comme ça. Les abeilles. D'abord, il est né parce que je suis montée sur scène et je me suis dit, j'ai envie de vous parler de ça. Et j'ai parlé de ça. Donc, en impro. Deuxième chose, donc ça fait ça pour les abeilles, pour mon passage sur l'ostéo que t'as vu, et sur l'enterrement de mes grands-mères. Tout ça, c'est des passages que j'ai écrits sur scène, tous. Et après, je les ai réfléchis sur le papier, mais d'abord, je les ai réfléchis je les ai amenés sur scène. Et parfois, je me donne un sujet et je vais écrire beaucoup plus. Mais de toute façon, ce que j'écris ne sera valable que si ça fonctionne sur scène. Enfin, par ailleurs, l'impro vient beaucoup exister. C'est comme ça que je fonctionne. Mais par exemple, sur des sujets comme la PMA dont je te parlais tout à l'heure et tout ça, mon envie d'enfant, c'est des sujets où je les ai d'abord écrits sur le papier et je n'arrive pas à improviser dessus. C'est très étrange. Hein. Il y a des trucs où j'arrive pas à... Alors peut-être que c'est pas un sujet qu'il faudrait que j'aborde, hein, je sais pas.
sais pas quoi en faire en fait. Il y a cette impossibilité-là à faire avancer ce texte sur plateau alors que c'est comme ça que je crée normalement. Il y a d'autres sujets comme ça que tu as essayé d'aborder mais que tu voyais pas trop? Oui. J'ai essayé d'aborder le fait que je me rendais bien compte, par exemple, que mon engagement politique, il est quasiment nul. Et que, en fait, j'avais envie... Enfin, que s'il y a une révolution, ce sera pas moi qui vais la faire, quoi. Enfin, moi, je dirais, allez-y, partez devant, je vous rejoins. Et j'avais envie de parler de ça. Du fait que... et j'ai essayé sur scène et tout, et j'arrive pas. Ou il y a des trucs que j'ai improvisés et qui sont des vraies choses, où parfois, juste, tu trouves pas la porte d'entrée pour que les gens y croient. Parce que à partir du moment où on décide de raconter quelque chose qui est un peu particulier, par exemple l'enterrement de mes grands-mères, si tu fais le compte, en vrai, tu peux te dire, non mais c'est pas vrai, enfin... il s'est pas passé tout ça. Si, il s'est passé tout ça. Mais donc, en fait, à partir du moment où les gens, ils ont le doute, et que ça marche pas, en fait. Donc, il faut vraiment que les gens y croient. Parce que sinon, ça foire. Et par exemple, j'ai vécu des trucs à San Francisco que j'avais envie de raconter. Et en fait, les gens n'y croient pas. Les gens, c'est trop loin d'eux, ça marche pas. Je trouve pas. J'arrive pas à trouver le truc. Donc, j'ai abandonné ce sketch. Ça te brise un peu le cœur, des fois, d'abandonner des trucs dont t'avais envie de parler? Ouais, mais je me dis ce sera peut-être pour plus tard. Tu vois, c'est pas parce que ça marche pas maintenant que... c'est pas parce que je suis pas prête maintenant à parler de ça que ça viendra pas plus tard. Bon, ça viendra. Je pense que j'ai fait le tour, plus ou moins. T'as fait le tour? Toi, t'as pas quelque chose à dire? T'as rien à ajouter? Je ne sais pas, que veux-tu que j'ajoute? Je sais pas, un commentaire sur les fraises ou... quelque chose. Est-ce que tu dis pas à tes followers bonjour, suivez-moi, abonnez-vous? Ah, mais ça, j'aurais une intro, une outro. Donc, il y a une... Ah oui, d'accord. Ah ouais, grosse prod ici. Ah waouh, c'est pour ça que tu voulais pas qu'on dise bonjour. C'est que toi, t'avais déjà dit bonjour. C'était hyper égoïste en fait. Tu voulais pas que je dise bonjour. Ouais, c'est ça. Je voulais. Alors je vous le dis bonjour à tous. Je vais couper au montage. Ne coupe pas ça au montage. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me demander. Je vous dirai bonjour par Instagram. Tout ça pour gratter des followers. Je veux tellement gratter. Je veux avoir le swipe up en fait. Ouais, mais moi aussi, mais ça... J'en peux plus, je suis à 9280 personnes. Je suis vraiment pas loin. Donc allez suivre Marine Bausson sur Exactement, Instagram. @Marine Bausson. BAOU2SON. Je sais qu'il y a beaucoup de voyelles et que c'est confusant, mais vraiment... Je mettrai dans la description. Ah, merci. Elisa, elle va tout couper. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre Marine Bausson sur les réseaux sociaux et surtout aller voir ses spectacles La Lesbienne Invisible et Fearless. Toutes les dates se trouvent sur sa page Facebook. Si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, eh bien vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Fanny Ruet. Et évidemment vous abonner à ce podcast via votre application. Et puis si l'envie vous prend, vous pouvez laisser des étoiles, des commentaires sur iTunes. Comme ça, le podcast va devenir méga connu et des gens comme Phoebe Waller-Bridge voudront y être invité. Donc ça m'arrange. Bisous!